Alors, sans plus tarder, on va débuter le deuxième bloc. Je vous présente notre conférencière, Mme Cathy Belzile, qui va nous parler des données de l'enquête, de ce qu'elle révèle sur la violence au travail. Alors, Mme Belzile, elle travaille à la Commission des normes du travail depuis 2004 à titre de sociologue. Ses travaux portent notamment sur la mesure du respect des dispositions de la loi sur les normes du travail, sur les travailleurs migrants et les agences de placement de personnel temporaire. Elle détient, Madame Belzile, une maîtrise en sociologie de l'Université Laval. Madame Belzile. Alors, bonjour et merci. Alors, moi aussi, je suis ici. Je récolte beaucoup de fruits de cette enquête-là. Je n'ai pas été là dès les débuts. Je ne veux pas passer sous le silence le bon travail qui a été mené sous la responsabilité de Mme Catherine Lippel, ainsi que Michel Vézina, Amélie Funaise, Susan Stock, et deux personnes de la Commission des normes du travail qui ont étroitement collaboré à ce chapitre-là spécifiquement, soit Mme Carole Dupéré, qui est absente aujourd'hui, c'est moi qui la remplace, et Doris Armstrong, qui est désormais à sa retraite. Alors, on parle aujourd'hui de la violence au travail, un petit peu plus centré sur le harcèlement psychologique. Alors, l'objectif que j'avais ici, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'essayer de montrer le nouveau potentiel qu'apportent ces nouvelles données de l'éco-test. Donc, pour ce faire, je vais devoir partir brièvement de ce dont on disposait avant pour mieux apprécier ce dont on dispose maintenant. Alors, au niveau de la définition du harcèlement psychologique, je n'ai pas l'intention de la lire avec vous. Ça, c'est la définition proposée par la loi sur les normes du travail. Cependant, dans le questionnaire, la question qui était posée était « Au cours des 12 derniers mois, à votre emploi actuel, avez-vous été l'objet de harcèlement psychologique, c'est-à-dire des paroles et des actes répétés qui ont porté atteinte à votre dignité et à votre intégrité? » Vous voyez que c'est déjà une question qui est longue. Elle regroupe principalement les éléments présents dans la définition de la LNT, à l'exception des gestes à caractère unique. Donc, ce qui a été mesuré, c'est davantage les gestes à caractère répété. Alors, avant l'éco-test, on avait certaines informations lorsqu'on regardait les plaintes déposées à la Commission des normes du travail. On a été capable de dresser une espèce de portrait type des plaignants. On voit que ce sont davantage les femmes qui déposent une plainte pour harcèlement psychologique, des salariés âgés de 40 ans, travaillant dans le commerce de détail, l'hébergement-restauration ou l'industrie manufacturière depuis au moins 2 ans, à raison de 35 heures et plus par semaine. Ça, c'est les données qui nous viennent de nos fichiers de plainte. Le mis en cause, donc le harceleur type, ce sera un homme, plus souvent l'employeur ou un supérieur. Il agit seul et agit de façon répétitive. Et également, la Commission des normes du travail a mandaté la firme Crop pour aller interroger des employeurs pour savoir qu'est-ce que les entreprises ont en place pour prévenir et faire cesser le harcèlement psychologique. Ce qu'on savait, c'est que 60% des entreprises de 100 salariés et plus possèdent un engagement écrit sous forme de politique ou de déclaration qui vise à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, mais que cette même proportion-là chute à 15% au sein des entreprises de 5 à 49 salariés. Autre chose que l'on connaissait avant l'éco-test, c'est que 70% des employeurs opteraient pour des rencontres ou des échanges avec les personnes concernées s'ils étaient confrontés à une situation de harcèlement psychologique. D'autres useraient plutôt de mesures disciplinaires à l'endroit de l'auteur. Donc, j'ai essayé de ramasser ici l'essentiel de ce que l'on savait avant l'éco-test. Donc, avec l'éco-test, on constate notamment que le harcèlement psychologique, c'est la forme de violence la plus présente. On parle d'une prévalence de 15 %, alors qu'elle est de 3 % pour le harcèlement sexuel et de 2 % pour la violence physique. La victime type, selon l'éco-test maintenant, c'est encore une salariée, mais cette fois-ci, grâce à l'éco-test, on peut aller voir ce qui se passe en milieu non syndiqué et en milieu syndiqué.
alors que nos données de plainte ne concernent que les salariés non syndiqués. Et, chose surprenante, les syndiqués seraient davantage victimes de harcèlement psychologique. Celles qui travaillent dans le secteur public ou parapublic, en contact avec le public, dans le secteur des soins de santé et services sociaux, et qui occupent un poste permanent. Alors, pour ce qui est du sexe, les femmes sont davantage victimes pour ce qui est du harcèlement psychologique et du harcèlement sexuel, mais pas nécessairement pour ce qui est de la violence physique. Au niveau de l'âge, les 15-34 ans sont davantage victimes de harcèlement sexuel, alors que les 25-34 ans, c'est davantage de la violence physique. Et il n'y a aucune association significative au niveau de l'âge en ce qui concerne le harcèlement psychologique. Le contact avec le public est un facteur de risque pour les 3 types de violences, ainsi que le secteur soins de santé qui ressort au niveau des 3 types de violences. Et ce qui est un peu surprenant, mais qui mérite attention, ce qui est un fait saillant, c'est que, les victimes de harcèlement psychologique occupent davantage un poste permanent, alors que les victimes des 2 formes de violence occupent davantage des emplois temporaires. Et les salariés syndiqués sont davantage touchés par les 3 formes de violence. Donc, on pourrait tout simplement penser que les salariés syndiqués œuvrent déjà dans des secteurs où la prévalence du harcèlement ou la prévalence de la violence est plus élevée, comme par exemple en contact avec le public. Mais il faut se rappeler que le harceleur est à l'intérieur de l'organisation. C'est un supérieur, c'est un employeur. Ce n'est pas nécessairement la relation avec la clientèle. Ce n'est pas le client qui harcèle nécessairement le salarié. Ensuite de ça, je vous ai mis un autre tableau pour vous montrer d'autres possibilités d'analyse de l'écotest. Donc, on est capable de faire certaines analyses, toujours en faisant attention au nombre d'effectifs. On est capable de faire des analyses différenciées selon le type de violence et selon la prévalence, selon le type de contrat de travail. Donc, on est capable d'aller voir la prévalence chez les salariés cadres, chez les salariés syndiqués, chez les non-syndiqués et chez les travailleurs autonomes. Donc, ça, c'est intéressant, le découpage qu'on peut faire, évidemment, dans la limite là, du nombre d'effectifs à respecter. Ensuite de ça, l'écotest nous renseigne également sur les démarches entreprises pour faire cesser le harcèlement psychologique. On y apprend que 52 % des victimes ont entrepris une démarche, donc 1 personne sur 2. Les salariés cadres sont plus propices à entreprendre une démarche, ainsi que les syndiqués, ainsi que les femmes. Les démarches les plus courantes, c'est d'aller parler à son supérieur, de déposer une plainte au syndicat pour les salariés syndiqués, ou de discuter avec la personne identifiée comme étant l'agresseur. À noter que seulement 6 % ont contacté la Commission des normes du travail. Donc, vous comprendrez que c'est un résultat qui nous touche énormément. De plus, l'écotest nous permet de faire certains liens entre les conditions de travail, le harcèlement psychologique et le harcèlement psychologique et la santé. Santé prise au sens large, santé physique, santé mentale et musculo-squelettique. Donc, l'exposition à chacune des contraintes organisationnelles, aux situations de travail exigeantes étudiées, ainsi qu'à un cumul d'au moins 4 contraintes physiques est associée au harcèlement psychologique. Michel nous les a présentées juste avant la pause. Je peux quand même vous donner quelques exemples pour vous remémorer là, de quoi il est question dans ce paragraphe-ci. Donc, au niveau des contraintes organisationnelles, on parle de l'attitude décisionnelle, du soutien social au travail, un emploi où il y a des tensions au travail, une faible reconnaissance. Donc, dans ces eaux-là. Les situations de travail exigeantes étudiées, c'est davantage un travail qui est jugé émotionnellement exigeant, où il y a des tensions avec le public, un manque de moyens pour faire un travail de qualité. Et les contraintes physiques, on parle d'efforts physiques, de travail répétitif, de posture contraignante. Donc, un travail
qui engloberait des contraintes organisationnelles, des contraintes physiques et tout ça, serait associé au harcèlement psychologique. Et les personnes exposées à chacune des formes de violence sont plus nombreuses à avoir une moins bonne santé générale, une moins bonne santé mentale et musculo-squelettique. Et ensuite de ça, les personnes qui cumulent plus d'une forme de violence, donc par exemple, je vis du harcèlement psychologique et du harcèlement sexuel, ou du harcèlement sexuel et de la violence physique, elles sont proportionnellement plus nombreuses que les victimes d'une seule forme de violence à connaître la détresse psychologique élevée, des symptômes dépressifs, à avoir subi un accident du travail ou à faire du présentéisme pendant plus de 10 jours. Brièvement, les données de l'écotest permettent d'apprécier de façon plus juste l'ampleur du problème en allant au-delà des données de plainte déposées à la Commission des normes du travail, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les salariés qui vont déposer une plainte. L'écotest permet d'observer ce phénomène chez les salariés syndiqués et chez les travailleurs autonomes. Alors, c'est intéressant de faire la comparaison. L'écotest permet d'extrapoler les données. J'ai arrondi le chiffre aux 3 600 000 travailleurs québécois. Et malgré certains faibles effectifs pour le harcèlement sexuel et la violence physique, il est tout de même possible d'analyser les 3 types de violence, précisément la forme de violence qui nous intéresse davantage. L'écotest nous permet enfin d'en apprendre davantage sur les démarches entreprises par les victimes et sur les caractéristiques sociodémographiques de ceux qui entreprennent les démarches ou de ceux qui n'en entreprennent pas. D'autres recherches, par contre, pourraient s'intéresser à comprendre pourquoi seulement 49 % des victimes en parlent à leur employeur et découvrir qu'est-ce qui les inciterait à entreprendre des démarches ou qu'est-ce qui les décourage. Pour la Commission des normes du travail, comme je vous le disais tantôt, le fait que seulement 6 % recourent à ces services est plutôt préoccupant. Il y a lieu de s'interroger puisque la Commission des normes du travail est la principale institution qui s'occupe des salariés non syndiqués victimes de harcèlement psychologique. Et également, comme je vous le disais tantôt, la précarité contractuelle n'étant pas associée au harcèlement psychologique, on a vu que c'était des travailleurs permanents qui étaient davantage victimes de harcèlement psychologique, eh bien, il serait intéressant d'observer ce lien de façon plus approfondie. Alors voilà, pour moi, c'est ce qui complète ma lecture de ce chapitre. Comme je vous disais, j'ai vraiment repris le travail qui était déjà terminé. Alors, j'en remercie les auteurs.